Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, donc bonsoir à tous. Moi donc je suis Philippe Tillet, le président du mouvement européen de Seine-Maritime. Je vais dire quelques mots d'introduction pour préciser pourquoi l'objet de ce séminaire, puisqu'on a eu plusieurs retours d'un certain nombre d'interlocuteurs qui nous disent mais quel rapport entre le mouvement européen et les friches industrielles et pourquoi vous appelez cela l'Europe le long de la Seine? En fait, c'est une réflexion qu'on a développée à la fin de l'année passée pour essayer qu'on travaillait sur le programme de l'année 2021. Et où nous nous sommes dit, c'est que l'Europe, on la voit souvent à travers ses institutions, à travers les règlements, à travers les directives qui sont votées par le Parlement européen, les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Mais on se dit que l'Europe, ça ne se limite pas à ses institutions, à ses règlements, à ses directives. Elle ne se limite pas non plus aux fonds européens qui sont distribués et mis à disposition dans les territoires, mais que l'Europe, c'est aussi et peut-être d'abord, c'est un projet. Moi, historiquement, c'est un projet. C'est une envie d'Europe. L'Europe, ce sont des citoyens, des territoires qui, là où ils sont, là où ils agissent, ils portent l'avenir de l'Europe consciemment ou inconsciemment. En tout cas, ils sont dans une dynamique qui, de fait, est commune parce que l'Europe, nous semble-t-il, c'est une communauté de destin. L'Europe a un riche passé, une riche histoire. On a inventé les industries, on a fait progresser les connaissances, on a fait prospérer les valeurs, on a fait prospérer la culture. Et aujourd'hui, partout, l'Europe, les pays qui constituent l'Europe sont confrontés à de profondes mutations. Partout, les territoires doivent se réinventer. Il faut qu'ils inventent un nouveau mode de développement. Et il nous a semblé que les friches industrielles témoignaient à leur manière des défis qui se posent à l'Europe. Pourquoi les friches industrielles? Parce que, ben, en fait, elles témoignent d'un patrimoine, un patrimoine culturel, de savoir-faire, une manière de vivre, un art de vivre, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, sur lesquels les territoires s'appuient aujourd'hui pour réinventer l'avenir. Les friches, elles illustrent aussi l'identité européenne. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un territoire qui n'est pas confronté à cette question-là aujourd'hui en Europe. Et ce sont des défis communs qui sont posés partout en Europe et on le voit lorsqu'on s'est intéressé à ce sujet-là. Et puis si jamais vous allez visiter la chaîne YouTube là, que nous avons créé, que partout il y a des territoires qui travaillent sur ces friches, qui inventent de nouveaux process industriels, qui relèvent des défis technologiques, qui répondent à des enjeux environnementaux, qui inventent de nouvelles pratiques sociales et surtout qui échangent. Hein, il y a énormément de territoires qui échangent entre eux, à l'intérieur d'un même pays, mais aussi de manière transnationale. C'est pourquoi donc on en a fait le thème de notre séminaire de printemps, avec une approche assez diversifiée, puisque aujourd'hui on va traiter plus particulièrement de la problématique de la métropole rouennaise, mais dès le 27 mai, on va se transporter au Havre et on va examiner la même situation, mais du point de vue de la métropole havraise. Et puis après, on se tournera vers plus particulièrement l'exemple allemand à travers les villes jumelées ou des villes partenaires de ces deux métropoles, hein, que sont Hanovre, Magdebourg, mais aussi Hambourg avec son port, donc qui a un destin, des pratiques tout à fait similaires à ce que nous avons sur l'axe Seine. Hein. Hambourg, c'est un port à l'intérieur des terres. Hambourg, c'est un port qui est confronté, comme nous, à la concurrence de Rotterdam et d'Anvers. Et donc, ce sont des gens avec qui on a certainement beaucoup de choses à échanger. Et puis aussi, on va se tourner vers Lille après, parce que ben, tout le monde qui s'intéresse un peu à la question des territoires connaît l'expérience de Lille en matière de capitale européenne de la culture. Hein. Comment ce projet-là, qui a été mis en place, ce label qui a été obtenu en 2004, a participé fondamentalement au rayonnement, au redéploiement, à la renaissance de Lille, qui est d'une ville du nord de la France, est devenue une ville centrale, une métropole européenne d'ailleurs, hein, puisque la métropole lilloise, elle est internationale, elle repose sur la Belgique et la France.
Et puis on terminera aussi notre cycle de conférences en donnant la parole à Nicolas Maillère-Rossignol et normalement Édouard Philippe, qui viendront faire la synthèse et qui viendront ensemble nous dire comment ils portent l'axe Seine, qui est un élément commun à ces deux territoires. Et puis, pour terminer mon propos, c'est aussi de dire que ce séminaire, on l'a développé en fort partenariat, notamment avec la Maison de l'Europe qui est basée au Havre et dont normalement Pierre Mingui, qui est son président, doit être avec nous ce soir. Et puis aussi avec le soutien d'un côté du département de la Seine-Maritime, avec qui nous travaillons beaucoup et qui nous soutient dans notre démarche, et ici sur ce projet particulier avec la métropole rouennaise. Et puis donc pour terminer mon propos, c'est de dire qu'au-delà des conférences, c'est aussi ce n'est pas que les conférences, notre cycle L'Europe le long de la Seine, hein, je l'ai évoqué tout de suite, c'est la chaîne YouTube où on a créé des playlists qui nous donnent à voir les capitales européennes de la culture, donc d'autres exemples ailleurs. Hein. Chaque année, il y a 2 villes européennes qui sont nommées capitales européennes, donc ça doit faire à peu près plus d'une vingtaine d'années que ce projet-là existe, donc ça fait de nombreuses expériences sur lesquelles Rouen, qui pose cette candidature, va certainement pouvoir s'appuyer. Et puis c'est aussi sur cette chaîne, on va trouver le premier film que nous avons réalisé et produit en tant que mouvement européen, qui porte plus particulièrement sur les friches de la métropole, où on a voulu donner à voir une friche en devenir à travers le chai à vin, qui est à l'état entre guillemets d'abandon, même s'il n'est pas abandonné. Le site de Petroplus, où on est complètement là dans la phase de déconstruction, reconstruction, et puis un autre site à l'autre bout, de l'autre côté de la métropole, qui est le quartier Blain et Blain à Elbeuf, qui là est déjà qui n'est plus une friche, qui a été une friche, mais qui a été complètement réorganisée, repensée, mais qui s'inscrit dans la rupture, mais en même temps dans la continuité par rapport au projet social, industriel et culturel qui était l'entreprise Blain et Blain. Voilà, j'ai dit pourquoi on était là aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite donner la parole maintenant, je pense, à Charles, qui va introduire le temps d'après, sauf si Madame de Saintré est avec nous, je ne sais pas, qui normalement… Oui, je suis là. Alors voilà, Madame de Saintré, je vous laisser donner la parole, parce qu'on avait convenu que c'était vous qui, au nom de la métropole ou de l'association qui porte Rouen Capitale Européenne de la Culture, introduisait en quelques mots notre conférence de ce soir. Voilà, madame, et puis bonjour à tous, et puis moi je me mets en retrait et je participe à la conférence. Allez-y. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup, merci pour votre invitation, hein. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc merci à vous, Président Philippe Tillet, et puis ainsi qu'à Charles Maréchal qui va animer la soirée ce soir. Donc ce soir, le mouvement citoyen européen nous propose d'axer cette rencontre autour du rebond. Alors, pour moi qui suis élue en charge du projet Capitale européenne de la culture à la métropole Rouen-Normandie, ça entre tout de suite en résonance, en effet, avec l'âme en fait, des capitales européennes de la culture. C'est exactement ce que l'on attend d'un tel projet, c'est-à-dire le rebond. Depuis plusieurs décennies, et notamment depuis l'emblématique candidature de Glasgow en 90, ce label a été toujours accordé à des villes résilientes, c'est-à-dire des villes qui ont su s'appuyer sur leurs failles, sur leurs faiblesses, sur les crises qu'elles ont traversées, afin de proposer des objectifs ambitieux de transformation du territoire, en utilisant la culture comme un levier pour transformer, pour effectuer en tout cas cette transformation. Alors, comme vous le disiez en introduction, Lille et Marseille qui nous ont précédés se sont pleinement inscrites dans ce modèle, parce qu'en effet, une année capitale européenne de la culture, ce n'est pas simplement une année festive, c'est une ambition bien plus large que ça. Il s'agit de transformer le territoire pour des décennies. Et à notre niveau, on essaye d'avoir une vision plutôt au niveau des années 2040-2050 et on considère 2028 comme un point d'étape. Vous m'entendez bien? Oui, parce que j'entends un grésillement derrière, mais oui. Oui, on vous entend.
Donc, depuis 2 ans, on a construit étape après étape avec plusieurs collectivités qui se sont réunies en association le territoire de la candidature, c'est-à-dire qu'on a choisi la vallée de Seine-Normande comme squelette du territoire. Et ce territoire, nous avons décidé, après maintes discussions avec les différentes collectivités EPCI qui sont le long de la Seine, d'englober à peu près de Giverny jusqu'au Havre, puisqu'on estime que toute l'embouchure de la Seine a aussi un rôle dans l'histoire de Rouen, mais bien évidemment, Rouen restera le port d'attache. Aujourd'hui, nous rentrons, après cette année 2020 de pandémie un petit peu compliquée, dans une nouvelle étape, celle de l'écriture du dossier qui devra convaincre le jury européen. Donc, cette écriture de dossier, c'est tout simplement d'écrire une histoire, en fait, une histoire qui raconte le territoire avec son identité, sa diversité, son patrimoine, son histoire, mais aussi son avenir et ce dont nous rêvons pour l'avenir de ce territoire. D'ailleurs, il sera bientôt question de rêve. En fait, dès cet été, on vous proposera, on est en train de concocter une proposition qui va permettre l'implication citoyenne autour de la candidature. Le contexte sanitaire nous en empêchait pour le moment, mais il est absolument nécessaire de mobiliser les forces vives du territoire, que ce soit les entreprises, les acteurs associatifs, mais bien évidemment aussi les citoyens et les citoyennes, qui devront être les premiers ambassadeurs du projet et qui donc ont toute leur place dans la construction de ce projet, dans la rédaction de ce projet. Voilà, donc il y a Thomas Malgras, notre directeur et chef de projet, qui doit être avec nous ce soir, qui va nous faire un point sur l'étape, enfin sur l'endroit où on en est de cette candidature, sur les grandes étapes qui arrivent dans les prochains mois, et sur la place des friches, bien évidemment, qu'on évoquait en introduction, quelle place elles prendront dans les projets structurants de ces capitales européennes, alors soit pour la nôtre à venir, soit de celle passée. Je vous remercie, Madame de Saintré, de votre intervention. Merci à vous pour l'invitation. Qui situe bien les problèmes et les objectifs de l'opération Rouen Capitale Européenne de la Culture. Et donc, je vais passer la parole à Thomas en lui posant une première question. Où en êtes-vous actuellement de l'avancement du projet de candidature de Rouen-Normandie 2028, Capitale Européenne de la Culture, projet porté par cette association depuis 2 ans, 2019, date à laquelle nous avons fait connaissance et où nous avons commencé à travailler ensemble avec votre association. Nous faisons partie, nous, le Mouvement Européen 76, du collectif citoyen. Alors, est-ce que vous en êtes actuellement? À quelle étape vous en êtes de la construction du dossier? Ce sera ma première question. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Philippe Thier, merci Charles de votre invitation ce soir. Merci Madame la vice-présidente d'avoir introduit cette discussion et d'avoir bien posé les enjeux. Donc, comme Christine de Saintré vous l'expliquait, effectivement, on est rentré dans une phase d'écriture du projet. Alors, pour recontextualiser un peu ce qu'est, voilà, en termes de calendrier, une aventure capitale européenne, c'est d'abord effectivement un certain nombre d'acteurs qui décident en 2019, suite aux propositions du président de la métropole de l'époque, de se regrouper en association pour réfléchir cette candidature, commencer à en tracer les grandes lignes. Et donc, effectivement, il y a 2 ans maintenant, une association a été créée autour des principales collectivités du territoire, donc la ville de Rouen, évidemment, puisque une capitale européenne de la culture, c'est d'abord porté par une ville, hein, une ville candidate, accompagnée d'autres partenaires, donc la métropole de Rouen, qui est un des éléments moteurs de cette association, et puis également la région Normandie, les départements de Seine-Maritime et de l'Eure, et aussi l'agglomération Seine-Eure. Et donc, ces 6 membres fondateurs ont décidé de créer l'association. J'ai pu être recruté, ainsi qu'un cabinet conseil qui nous a accompagnés et qui continue à nous accompagner sur ce projet. Et on a ouvert une première phase dite de préfiguration entre 2019 et 2020. Alors évidemment, elle a été un petit peu prolongée d'une part par la situation sanitaire, mais aussi
et surtout en fait par le report des élections municipales qui devait permettre l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale et métropolitaine, et donc forcément une possibilité de réinterroger ce projet. Donc il a fallu forcément s'adapter à cette situation-là. Et puis une phase de préfiguration qui a été animée à la fois par des ambassades maison. Le mouvement citoyen européen était le premier à participer à ces discussions autour de la capitale en 2019. Et puis également une forme de diagnostic du territoire, rencontrer les acteurs, rencontrer les équipes. Et quand je dis les acteurs, c'est pas uniquement les acteurs culturels, puisque Christine de Saintré l'a bien dit tout à l'heure, la capitale européenne de la culture, même si le mot culture est présent, recoupe en fait un projet beaucoup plus vaste et un projet de transformation du territoire beaucoup plus long, dont finalement l'année événement n'est qu'un passage, n'est qu'une étape. Donc tout un travail effectivement de diagnostic, de rencontre avec les acteurs, et puis cette phase de préfiguration, elle a abouti à la fin de l'année 2020 à un travail sur le territoire de la candidature. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, et Christine de Saintré vous a un petit peu expliqué la démarche qu'on avait choisi d'adopter, et surtout que les collectivités de l'Axe Seine ont choisi d'adopter. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase qui est la phase d'écriture du projet. Tout simplement parce que si on prend le calendrier à l'envers cette fois, pour qu'une capitale européenne puisse se dérouler correctement en 2028, eh bien, il faut d'abord qu'elle soit désignée minimum 4 ans avant. Donc ça veut dire qu'on connaîtra fin 2023, peut-être début 2024 ou plus tard, le nom de la ville lauréate. Ce sera forcément une ville française, puisque depuis les débuts des années 2000, le principe est non pas que les villes européennes sont en concurrence ensemble, tout ensemble sur ce titre et sur ce label, mais le principe c'est que la capitale européenne de la culture tourne entre différents pays. Il y a 2 pays chaque année qui peuvent présenter une ville capitale européenne de la culture. Et donc en 2028, ce sera la France et la République tchèque. Et puis tous les 2-3 ans, il y a également une ville d'un pays qui aspire à rentrer dans l'Union européenne, qui peut également être capitale. Donc il peut y avoir une 3e capitale. Donc ça avait été le cas notamment d'Istanbul, qui avait été capitale européenne de la culture, et ce sera le cas en 2022 avec Novi Sad, une ville serbe qui sera capitale européenne de la culture, en même temps que F-sur-AZ au Luxembourg et que Kaunas en Lituanie. Donc, on connaîtra la ville choisie en 2023. On sait qu'il y aura une ville française. On a une petite dizaine de villes aujourd'hui en concurrence. Et pour nous départager, le jury européen attend de chaque ville un dossier de candidature, ce qu'on appelle dans le jargon anglais et anglo-saxon le bid book. Et ce dossier de candidature, nous sommes en train de commencer à le rédiger, et nous devrons le rendre d'ici 1 an, peut-être un peu plus. Ça va dépendre du calendrier établi précisément à la fois par l'Union européenne et aussi par le ministère de la Culture français. Et donc, on rendra ce dossier de candidature sûrement à l'été 2022, dans un peu plus d'1 an. Et puis, ensuite, il y a une phase de jury où le jury à la fois étudie les dossiers, éventuellement demande aux différentes villes de le retravailler si certains aspects sont pas suffisamment convaincants ou pas suffisamment développés. Et puis ensuite, le jury présélectionne un certain nombre de dossiers, puis vient dans les villes présélectionnées à la fois repérer sur le terrain le sens de la candidature qui a été avancée dans le dossier, et puis propose évidemment des oraux, avec des grands jurys, avec des élus, avec des personnalités qui incarnent la candidature, pour choisir d'ici fin 2023 la ville qui sera retenue. Donc là, clairement, pour répondre à votre question, Charles, sur où en est-on, on est en plein au début de cette phase d'écriture du dossier, qui à la fois s'appuie sur tout ce qui a été repéré, ressenti dans la phase de candidature, et notamment un certain nombre de thématiques et d'angles particuliers d'approche qu'on a appelé, nous, dans notre candidature, des tamis, qui sont un petit peu, qui guident notre réflexion. Et puis, un certain nombre de thèmes forts qu'on va devoir explorer, et donc qui sont explorés à la fois
via des groupes de travail qui sont en place pour certains depuis plusieurs mois, pour d'autres qui démarrent simplement leur activité, qui sont à la fois composés de représentants des collectivités, de professionnels, d'acteurs du territoire, d'associatifs, d'entreprises, etc. Et ces groupes de travail, il y a aussi des tables rondes, des réunions thématiques qui vont progressivement alimenter cette réflexion et nous permettre d'écrire ce dossier de candidature. Et puis, dans le même temps, il y a également un travail de réflexion avec les habitants. Hein. C'est un certain nombre de dispositifs qui vont se mettre en place cet été, mais je me garderai bien de vous les détailler ce soir, puisque nos élus le feront au moment voulu. Mais l'idée, c'est effectivement d'associer évidemment non seulement les professionnels, mais aussi les habitants sur un petit peu l'esprit de cette candidature. L'idée étant de réussir à construire une candidature qui soit singulière, originale, alors que l'exercice en lui-même, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il est assez formel. Hein. Vous êtes une association qui est assez coutumière des pratiques européennes et vous savez que les règlements européens sont quelque chose d'assez strict et d'assez rigide parfois. Et pour le coup, voilà, le dossier de candidature, le Big Book n'échappe pas à la règle. C'est un livre de 100 pages assez précis dans le nombre de parties qu'il doit contenir, dans les réponses aux questions qu'il doit apporter. Et donc, il faut à la fois être original et à la fois, il faut faire attention de ne pas trop non plus bousculer les codes puisque la candidature est un exercice assez formel finalement. Donc, voilà où on en est. On est à un point un peu charnière dans le projet et je serai évidemment, on pourra en rediscuter ensemble. Ok Thomas. Bon, je vais passer à la deuxième question. Merci de nous avoir donné tous ces détails. Et en effet, ça tient un peu du mécanisme européen, hein, le dépôt de dossier de candidature en 2023. Alors précisément, le jury européen qui va se réunir en 2023 va désigner une ville française. Parmi alors, les villes françaises qui se présentent, il y a, je crois, Bourges, Clermont-Ferrand. C'est ça, hein, Thomas? Oui, Bourges, Clermont-Ferrand qui est la ville, la candidature la Voilà. plus ancienne, mais aussi de mémoire Reims, Lens, Ah oui, d'accord. Reims-Lens. On a également 2 candidatures en région parisienne, hein, une qui est portée par Pleine Commune autour de la ville de Saint-Denis, et puis une autre candidature un peu plus iconoclaste autour qui s'appelle Banlieue 2028 et qui entend proposer une candidature de l'ensemble de la banlieue pour la capitale européenne. Et on a appris il y a hier, je crois, ou avant-hier, que Nice allait se lancer dans l'aventure également. D'accord. Bon, donc on sait que le jury est très sensible à la justesse et à la précision du diagnostic partagé sur les faiblesses et les atouts du territoire. Alors le territoire, il faut bien être clair là-dessus, ce n'est pas que la métropole qui guide le port d'attache, comme tu dis Thomas, Rouen par exemple. Le projet, c'est l'ensemble du territoire retenu, le périmètre de la candidature. Peut-être qu'on en reparlera. Et ce jury est bien évidemment très sensible, notamment aux faiblesses. Ce qu'il aime, c'est, dans la logique européenne d'aide aux territoires en difficulté, c'est d'aider les territoires et les villes qui ont un problème, qui ont des faiblesses. Nous avons eu Lubrizol en septembre 2019 qui a mis le doigt sur le problème qu'on avait en termes de transition écologique ici, le long de la vallée de la Seine. Donc, de quelle faiblesse, notamment les friches industrielles, parce que je voudrais recentrer le propos un peu sur les friches, de quelle faiblesse les friches industrielles souffrent-elles actuellement tout le long du Val de Seine, de Vernon au Havre? Est-ce que vous avez identifié ces faiblesses actuellement en termes de trame, de continuité de la trame, puisque le thème de notre conférence, c'est l'Europe le long de la Seine. En quoi ces friches industrielles sont aujourd'hui témoignent de faiblesses, de difficultés, mais qui peuvent être résolues, bien sûr. Alors, je vais vous répondre sur la question des friches, mais peut-être en commençant par le début de votre question, sur la question des faiblesses et la question de la manière dont le jury aussi les perçoit, parce que c'est un sujet très important par rapport à la candidature.
Effectivement, notamment, on avait eu le plaisir d'accueillir en fin d'année dernière dans une table ronde publique, notamment le porteur du projet de Marseille en 2013, qui s'appelle Bernard Latarjet, qui est voilà, un éminent spécialiste des projets culturels et de l'économie sociale et solidaire notamment. Et Bernard nous avait expliqué ce qui avait prévalu dans leur candidature. À l'époque, ils candidataient au milieu de d'autres très grandes métropoles françaises, notamment Bordeaux, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Très clairement, les Bordeaux, Toulouse et Lyon avaient établi une stratégie qui consistait à dire pourquoi ils méritaient cette candidature. Et Marseille, avec Bernard Latarjet, avait choisi une autre stratégie qui était pourquoi nous en avons besoin. Et clairement, ça a été une stratégie extrêmement payante. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire, même si la capitale européenne de Marseille a pu, voilà, dans ses bilans, ne pas être considérée comme particulièrement réussie à certains endroits. Mais pour autant, ils ont fait une candidature extrêmement talentueuse, à contre-pied de ce que toutes les autres avaient imaginé. Et ils ont aussi, je ne parlerai pas de jurisprudence, mais il y a une forme de jurisprudence quand même qui s'installe d'année en année. Christine de Saintré citait très justement la capitale européenne de Glasgow en 1990, qui avait gagné contre toute attente contre Édimbourg, qui était la ville que tout le monde attendait quand l'Écosse a eu le label. Eh bien, en fait, il y a quand même une sorte de prime à la ville. Christine a utilisé le terme tout à l'heure de résiliente, à la ville qui a su identifier ses faiblesses et qui a décidé de les surpasser, qui a décidé de se transcender, qui a décidé de se projeter pour passer outre ces problèmes sans les mettre entre guillemets sous le tapis. Donc effectivement, une fois qu'on sait ça, on a effectivement tout intérêt, et c'est un petit peu l'intuition, tu as cité l'incendie du Brisol de septembre 2019, c'est un petit peu l'intuition qu'on a eue immédiatement après cet incendie, on a d'autant plus de raisons de présenter notre candidature au titre de capitale européenne de la culture après cet incendie qu'on en avait déjà avant. Donc ça, c'est vraiment pour l'esprit global en fait du jury de capitale européenne de la culture et de ce que ça veut dire aussi dans notre préparation. Pour répondre en particulier sur la question des friches, c'est effectivement un potentiel extrêmement fort sur la vallée de Seine. On a eu le plaisir, et vous étiez un certain nombre d'entre vous présents à cette conférence qui a eu lieu en mars, si je me souviens bien, on a eu le plaisir d'accueillir des spécialistes de cette histoire patrimoniale et de cette histoire industrielle de la vallée de Seine, et notamment Emmanuel Réal, qui avait fait un brillant exposé pour nous en visio au mois de mars. Le potentiel autour des sites industriels à réhabiliter est fabuleux en vallée de Seine. Il est à la fois unique, il est d'une certaine manière cohérent. Pour autant, et Emmanuel l'avait aussi souligné, c'est un potentiel qui n'est pas complet, c'est-à-dire qu'à la fois on a un patrimoine du 19e siècle ou du début du 20e siècle qui se prête particulièrement bien. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de mes anciennes fonctions, mais avant j'ai travaillé au service du patrimoine du Havre, donc je le connais bien et je sais que vous en parlerez en long et en large dans une quinzaine de jours, mais on le retrouve sur certains aspects aussi à Rouen et notamment à Elbeuf aussi, qui a été cité tout à l'heure. C'est que ce patrimoine industriel, il est fait souvent de structures poteaux-poutres en acier, de ce qu'on appelle des IPN, et puis de la brique, des plateaux dits libres, qui permettaient aussi à l'époque industrielle de faire varier les usages régulièrement à l'intérieur de ces bâtiments. On abat une cloison, on abat un plancher, on crée un niveau, et ça n'a pas d'importance puisque la plupart du temps, c'est une structure squelettique initiale qui porte le bâtiment, et donc on n'a pas vraiment de mur porteur. Et donc, tous ces projets de réhabilitation, ils s'incarnent très facilement dans ces espaces qui, dès le milieu du 19e siècle, avaient été pensés comme des espaces particulièrement modulables. J'ai en tête, alors évidemment, je pourrais parler des docks de Rouen, mais j'ai en tête en particulier
le centre commercial des Docks Vauban au Havre, je pense que vous irez le voir, il est complètement construit comme ça. On voit d'ailleurs encore sur les façades souvent des ouvertures qui ont été par la suite bouchées parce que avant il y avait un niveau, il y avait un entrepôt et puis finalement il a été fermé pour être accroché à un autre parce que tout ça est modulable. Et donc autant cette architecture, et je pourrais donner 1000 exemples, vous avez parlé de Blain et Blain tout à l'heure, la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, le 106 à Rouen, tous ces bâtiments anciens et industriels sont plus ou moins bâtis ou construits selon les mêmes normes. Où je pense aussi, on a visité récemment avec Christine de Saintré une réhabilitation absolument magnifique à Côtebec-les-Elbeuf, aux anciens tissages, qui vont accueillir bientôt une école de design graphique. Ces tissages sont construits sur le même principe. Par contre, on a tout un patrimoine industriel, notamment postérieur à la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas, on va dire qu'il appartient plutôt à l'ère industrielle de la seconde révolution industrielle, et notamment tout le patrimoine industriel lié au pétrole, qui, avec voilà, ces grandes tuyères, avec, on parle en ce moment beaucoup aussi de la centrale thermique du Havre, hein, qui vient de cesser son activité. Ce patrimoine-là, il est beaucoup plus difficile à réutiliser, à réhabiliter, à réinvestir. Pour autant, il existe, hein, il fait partie du patrimoine lui aussi, mais il véhicule autre chose, peut-être une mémoire, et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais une mémoire industrielle, ouvrière, sociale, qui a tout autant sa place dans la réflexion que la mémoire des bâtiments. Mais pour autant, ils sont beaucoup plus difficiles à réhabiliter comme friches. Donc, aujourd'hui, voilà, cette question des friches, on sait qu'elle a beaucoup fonctionné. Et vous parliez de Lille tout à l'heure, je pense que vous aurez l'occasion, en étudiant la candidature et l'histoire de Lille 2004, qui fait vraiment référence dans l'histoire des capitales européennes. Il y a des projets emblématiques de réhabilitation de friches. Je pense à la gare Saint-Sauveur, au Tripostal, à certaines maisons folies aussi, notamment celle de Oisem, qui sont construites sur d'anciennes friches industrielles. Je pense qu'on a un potentiel pour faire, si ce n'est la même chose, en tout cas de très beaux projets sur des friches industrielles à l'échelle de la métropole de Rouen et de la vallée de Seine. Mais pour autant, savoir aujourd'hui quelles sont les friches qui permettront ces projets et à quelle échéance, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Oui, et puis c'est aussi un problème technique dans la mesure où c'est un problème de foncier, c'est un problème de projet des entreprises, etc., etc. Je lisais là sur la chapelle d'Arblay, par exemple, future friche, il n'y a pas de reconversion, et ça serait dommage parce que c'est quand même emblématique de l'économie circulaire et ça fabrique quand même 30% du papier recyclé. Ce serait souhaitable que la chapelle d'Arblay ne devienne pas une friche, par exemple. Comme on a une tradition de reconversion quand même dans la vallée de Seine, cette tradition de reconversion, cette faiblesse actuelle du papier journal puisse se retourner en une force, puisqu'on peut faire du papier journal, pourquoi ne pas faire par exemple du papier carton? Ou il y a un sixième projet là que je lisais dans Paris Normandie, un repreneur qui voudrait faire de l'hydrogène, ou même une plateforme logistique parce que c'est pas loin de l'autoroute, de la voie ferrée, etc. Donc des potentiels de reconversion, il y en a. On pourrait citer d'autres projets, les projets du Val d'Azay, les agences d'urbanisme, on en parlait d'ailleurs à la conférence du 19 mars qui a préparé un petit peu aussi ce propos là aujourd'hui des friches industrielles. Alors, moi je vois un autre problème aux friches industrielles, c'est l'interruption, c'est que ces friches, qu'on peut qualifier de trame noire un peu, interrompt un peu la trame verte et la trame bleue. Pour autant, c'est pas une difficulté, mais ça peut l'être si on veut installer une continuité, par exemple un parcours à vélo ou un GR ou des itinéraires de mobilité douce qui s'interrompraient à cause de l'existence de ce type de friches industrielles difficiles à réhabiliter. En même temps, on a une tradition, effectivement, de réhabilitation de ces friches. Alors, ma troisième question serait plutôt de l'ordre de
du rebond, puisqu'on parle de rebond. Tu as très bien vu, Thomas, qu'il y avait des possibilités de reconversion. Quels seraient les axes structurants sur les friches industrielles, finalement, du rebond possible de Rouen et de Rouen-Normandie 2028? Quelles pistes tu verrais, quels axes tu verrais en termes d'activité économique? Pour répondre à cette question, j'aimerais bien, si vous le permettez, j'aimerais bien vous partager une carte qui est la carte du projet de candidature que je vais vous proposer tout de suite. Hop, il faut juste que je la mette en place. Voilà. Vous me dites si vous la voyez bien. Pas de problème. Ouais, vous la voyez bien. Bon. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, voilà, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais répondre à ta question, mais je vais faire un petit détour. Pas de problème. Cette carte, elle représente le territoire de projet qu'on imagine pour Capitale Européenne, avec au centre. Alors, elle a deux intérêts. Enfin, elle a deux petites particularités, cette carte. La première, c'est que vous verrez que le nord n'est pas en haut. Elle est légèrement désorientée, désaxée, parce que elle permet aussi de créer cette belle horizontalité et puis de situer Rouen au centre et en haut de notre projet, parce que ça reste le cœur de notre projet. Et puis, elle a une deuxième particularité, c'est que elle n'est pas structurée comme l'est en fait la véritable carte du territoire par les grands axes routiers. Que j'ai volontairement masqué sur cette carte. On ne voit pas les axes routiers. Et l'idée qu'on a eue pour associer aussi les collectivités du territoire au projet, c'est l'idée que le projet est un bateau qui monterait et descendrait de la Seine et qui embarquerait un certain nombre de territoires qui partagent avec Rouen, Christine de Saintré l'a dit tout à l'heure, à la fois une histoire, un patrimoine, une mémoire collective, mais aussi sans doute un destin et une part d'avenir en commun. Et donc, ces espaces qui sont sur la Seine et qui sont reliés à Rouen par la Seine, on les a appelés, nous, des quais d'embarquement. Alors, on en a pas placé quelques-uns, mais peut-être que ça sera que d'autres seront présents. Peut-être que ceux qu'on a dessinés sur la carte ne seront pas finalement les plus pertinents. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir ce lien à la Seine et de structurer ce territoire, non pas… Non. Pardon, quelqu'un voulait intervenir? Non, c'est bon? C'était vous me dites si vous m'entendez plus ou voilà. C'était de structurer ce territoire non pas par rapport justement à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les grands axes routiers, mais de le structurer autour de la Seine d'abord comme axe principal, et puis des éléments structurants que sont la voie ferrée et la Seine à vélo qui va justement qui s'inaugure ce printemps, alors dans des conditions compliquées, mais qui est quand même inauguré à partir de ce printemps, des GR, de la marche, etc., et donc des transports décarbonés. Et donc forcément repenser, tu parlais de tram verte, tram bleu tout à l'heure, tram noir, et on y est ici, repenser les circulations en fonction aussi de ces nouvelles préoccupations de mobilité et aussi de tourisme, puisque évidemment, quand on parle de capitale européenne de la culture, on parle de tourisme, on parle d'un label qui va faire venir effectivement des gens de partout. Si possible, on aimerait plutôt que d'être sur un modèle où on prend un avion low cost pour aller visiter une ville ou une capitale européenne en un week-end, de plutôt être sur un déplacement différent dans lequel on va éventuellement passer un peu plus de temps et dans lesquels on va essayer de découvrir le territoire en suivant justement des chemins peut-être plus lents qui permettent, mais aussi qui permettent de voir beaucoup plus de choses. C'est évident que si vous allez de Rouen à la Bouille, par exemple, pour ne citer que ce passage-là, en empruntant la Seine à vélo, et donc le long de la rive droite, et que vous allez passer de Canteleu avec des paysages industriels, des silos, des bacs, puis ensuite vous allez voir apparaître les cheminées de Petit et Grand Couronne, et puis ensuite vous allez tomber sur le terminal de conteneurs, et puis enfin vous allez déboucher sur des espaces finalement très naturels
pour finir sur un petit village médiéval avec le château de Robert le Diable au-dessus, etc., etc. Et donc, vous découvrez, en utilisant ce transport-là, une trame et une sorte de décomposition du paysage qui est en fait beaucoup plus naturelle et beaucoup plus logique que celle qu'on a en simplement faisant des sauts de puce et en utilisant les sorties de l'autoroute. Donc, pour répondre à ta question de manière un peu plus précise, effectivement, je pense que c'est le long de ces axes structurants-là qu'on doit réfléchir à la pertinence des projets. Je parlais tout à l'heure de tamis. C'est un petit peu ça l'idée du projet, c'est-à-dire d'avoir des angles d'approche qui ne sont pas ceux qu'on a habituellement. Et là, en l'occurrence, utiliser un tamis qui serait, je vous le livre comme ça, dessiner un territoire de projet qui soit 100% accessible en dehors de simplement de l'utilisation de la voiture individuelle. Écrire une programmation artistique et culturelle dont l'ensemble des lieux et des sites puissent être accessibles autrement qu'avec une voiture individuelle. Et donc ça, par exemple, ça dessine un cheminement, ça dessine un maillage du territoire et ça dessine aussi peut-être les projets qui intégreront Capitale européenne de la culture à travers un prisme particulier, mais qui donne aussi sa singularité à la candidature. Et donc, moi, je crois beaucoup que, d'abord, pour répondre à la question sur les friches, toutes les friches qui seront réhabilitées dans les prochaines années sur le territoire n'auront pas forcément vocation à incarner Capitale européenne de la culture. Et tous les projets qui auront vocation à incarner Capitale européenne de la culture ne se résumeront pas à des friches réhabilitées. Même si c'est un modèle effectivement très intéressant et particulièrement valorisant. Hein. Moi, j'ai souvent l'habitude de citer Paul Chemetov, qui est un des plus grands architectes du XXe et du XXIe siècle, parce qu'il doit pas loin, je crois qu'il a un peu plus de 100 ans maintenant, il est toujours actif. Paul Chemetov, qui a notamment réhabilité la grande halle, la grande nef du Muséum national d'histoire naturelle, il disait, voilà, le plus beau geste pour un architecte, c'est la réhabilitation. C'est comme une renaissance, c'est comme voilà, c'est un geste d'une noblesse immense que de prendre un bâtiment à l'abandon et d'en refaire quelque chose de nouveau et de lui donner une nouvelle dimension. Donc, tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est le long de ces axes structurants-là qu'il faudra trouver les projets qui incarneront la candidature, tout en gardant à l'esprit qu'une candidature Capitale européenne de la culture, c'est un projet à 80 ou à 90% endogène, c'est-à-dire porté par des fonds et une ambition propre aux collectivités du territoire. Ce n'est pas du tout une ode de Père Noël de l'État et de l'Europe qui viendrait déverser des dizaines de millions d'euros en soutien essentiellement Capitale européenne de la culture. Ça sera financé par les territoires que vous voyez sur la carte et pas par quelqu'un d'autre. D'accord, je te remercie. Bon, ces friches industrielles, elles sont donc porteuses d'avenir, tout à fait. Tu l'as bien démontré. En lisant Paris-Normandie ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait un projet de fabrication d'hydrogène sur la friche de Port-Jérôme, qu'il y avait des projets industriels hein, avec très, très crédibles, avec sur le plan énergétique ou sur le plan industriel, et qui montrent bien que sur le plan de la tradition industrielle, certaines friches seront réhabilitées, ou sur le plan du tourisme aussi. Je pense là au sujet que j'ai travaillé récemment sur l'usine de Vavasseur le long de l'Andelle, qui a d'ailleurs été sauvé par l'établissement public foncier normand en 1999 de la ruine, et qui est une magnifique cathédrale gothique industrielle qui mérite vraiment le détour, et dans le cadre d'un parcours à vélo ou autre moyen de locomotion. Donc, je te remercie, et on va laisser la parole à Florence qui nous a repéré les questions sur le chat. Merci Florence. Moi, je n'ai pas de questions, à moins que Philippe Tillet veuille intervenir. Je vois 6 questions sur le chat. Non? Ben, moi, je ne les ai pas. Tu les as pas? Ah bah si, moi j'en ai. Bon, je J'en veux bien. ai. Parce que moi j'avais mis sur le chat effectivement une question qui apparemment n'est pas arrivée jusque Florence.
Ah Non, ben, c'était par tu rapport. es la seule personne. Je t'ai demandé si tu voulais intervenir et tu es la seule personne qui a posé une question. C'est pour ça que Oui, je te donne la Philippe, ouais. parole. D'accord. Ok. C'était par rapport là, comme on voit que la Seine est un axe central par rapport au projet Capitale européenne de la culture. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on intègre, est-ce que vous avez pensé à intégrer le canal nord qui relierait ou qui reliera la Seine à l'Escaut, le Rhin, comme un élément important du projet Capitale européenne de la culture ou pas? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend de si les porteurs ou les collectivités qui incarnent ou qui accompagnent ce projet industriel ont envie d'en faire partie. Je pense que il y a plusieurs choses. D'abord, il faut, enfin, encore une fois, pour qu'un projet comme celui-là soit incarné et progresse, il faut que les gens y viennent volontairement. Donc c'est pas tant, j'ai envie de dire à nous, associations porteuses du projet, de dire qui y est et qui n'y est pas, mais de savoir voilà le sens que ça a. Et encore une fois, je vous donnais cet exemple du tamis de la mobilité. Si on décide de dire 100% des projets de la capitale européenne de la culture, ils seront accessibles à vélo, en train, à pied, en transport en commun, eh bien, si des sites de ce canal ont envie de participer et qui sont accessibles à vélo, à pied et en transport en commun, pourquoi pas. Je pense que sur la question du territoire, elle est assez centrale parce que ce qui va faire la qualité d'une candidature, c'est justement cette question d'unicité du territoire et de force de la pertinence du territoire de projet. Ce qui avait par exemple posé beaucoup de soucis à Marseille en 2013, c'est qu'ils avaient tout de suite annoncé en fait une volonté de dire on sera Marseille, Provence, Méditerranée. On va parler au monde entier et on va mettre tout le monde dans le projet. Ils sont partis comme ça. Et puis, plus le projet a avancé, plus les villes avec lesquelles finalement ils partageaient pas tant d'atomes crochus que ça se sont retirés du projet. Je pense notamment à Toulon, par exemple, qui était quand même une ville voisine et qui est sortie du projet, et à d'autres. Et puis, ils ont fini avec juste Marseille et Aix, qui continuaient d'ailleurs à se taper dessus, y compris pendant l'année capitale européenne. Donc, moi, je préfère un territoire de gens qui ont envie de travailler ensemble et qui se sentent une destinée commune, quitte à ce que, je ne sais pas, le jour où on est nommé capitale européenne de la culture, peut-être des villes voisines ou un peu plus loin sur la carte nous disent bah, nous, on aimerait bien vous rejoindre et qu'on soit dans une forme de générosité vis-à-vis de ces territoires, que de partir sur un territoire qui aurait moins de sens, même s'il en a beaucoup d'un point de vue économique, je suis d'accord. Eh bien, qui soit ensuite, qu'on soit généreux et qu'on l'ouvre. Je préfère aller dans ce sens-là et agrandir ce territoire de projet que de le voir se réduire comme peau de chagrin. Après, derrière ce canal, il y a plein d'autres sujets. Je vois la question là dans le chat qui sont politiques, qui sont économiques et qui voilà sont pas forcément des sujets propres à alimenter la candidature capitale. Oui, non, moi je posais cette question-là, c'est parce que moi alors c'est un dada quelque part, c'est qu'aujourd'hui on parle de l'estuaire de la Seine et que si la Seine était reliée par un canal à l'Escaut, au Rhin et plus, on ne serait plus un estuaire, mais on serait un delta et on serait la branche sud du delta du grand fleuve qui relie quelque part la Manche à la mer Noire en se connectant au Danube, quoi. Et à ce moment-là, comme l'île est devenue, qui était le nord de la France, elle est devenue la métropole du sud de l'Europe, quelque part, peut-être que là, il peut y avoir un basculement du centre de gravité grâce au canal, où on ne serait plus nécessairement en concurrence avec d'ailleurs une fausse concurrence, puisque comment aller concurrencer Rotterdam et Anvers aujourd'hui, c'est complètement un défi impossible à relever. Mais on serait très complémentaires d'eux. On faisait le lien avec Jean-Marc Delagneau là sur Hambourg, qui a globalement la même problématique que nous, même si c'est un port plus important que le nôtre, mais qui se situe à la marge d'Anvers et d'Hambourg, comme nous, on est à la marge au sud, et que ce canal, nous transformer d'estuaire en delta, ça serait quand même une révolution relativement importante, quoi. C'est pour ça que je pose cette question-là.
c'était pour le coup une ambition culturelle. Je l'entends complètement. Après, j'ai envie de dire qu'un projet comme Capitale européenne de la culture, bon, j'ai dit que c'était pas un projet culturel, que ça n'était pas qu'un projet culturel, c'est vrai, mais c'est un projet qui va, on va dire, accompagner une tendance logique et forte, notamment une volonté forte des acteurs du territoire de travailler ensemble, mais qui ne peut pas l'incarner seul et qui peut pas, voilà, je veux dire, on n'aura pas des leviers de transformation géopolitique ou économique de si grande échelle. Par contre, effectivement que on va dire ce projet incarne aussi la tendance qui s'est développée notamment depuis le début des années 2010 avec le projet du Grand Paris tel que l'avait pensé Antoine Grimbach sur cette idée que Paris, le Grand Paris n'était pas forcément fait de cercles concentriques, mais était plutôt fait d'un grand axe reliant Paris au Havre. Je pense que oui, d'une certaine manière, le projet Capitale européenne de la culture, il pourrait incarner cette vision-là. Ou en tout cas en être une traduction et une suite logique. Pour autant, je ne suis pas sûr que... et puis, on peut évidemment avoir aussi, dans ce cadre-là, des rapprochements culturels avec les villes que vous avez citées. D'une certaine manière, avec les villes hanséatiques du Nord, par exemple, avec lesquelles on a aussi une histoire commune. On a parlé du jumelage avec Hanovre, c'est pas non plus complètement anodin. Donc oui, sans doute que cette proximité culturelle, elle peut préfigurer d'autres proximités et d'autres projets en commun. Mais je pense que c'est quand même donner beaucoup de pression à un projet Capitale européenne de la culture que de penser qu'il pourrait modifier des équilibres, des grands équilibres économiques ou géopolitiques qui existent aujourd'hui. Mais Thomas, n'as-tu pas l'impression quand même que sur certaines friches industrielles, la reconversion de ces friches peut déboucher sur un projet structurant fantastique, et économique et social aussi, parce que l'emploi industriel dans la vallée de Seine, c'est énorme, et l'emploi logistique, c'est aussi énorme. Alors, si on prend Paris au Havre, c'est 500 000 emplois industriels dans l'industrie, avec justement une baisse à cause de la désindustrialisation, et c'est quand même un demi-million d'emplois, peut-être plus même, je fais ça à la louche, et 200 000 emplois de logistique. Donc, sur le fil bleu de la Seine, Voies navigables de France, par exemple, dit que le transport de conteneurs est déjà en énorme progression. On parle de péniches à hydrogène, et c'est pas qu'un projet farfelu, puisque apparemment, sur Port-Jérôme, il y a une entreprise qui accepte de mettre quelques millions d'euros, même quelques centaines de millions d'euros sur une production d'hydrogène alternatif, pas à partir de charbon ou de pétrole, mais à partir de panneaux solaires et d'éoliennes, etc., et de production d'électricité. Et il y a des projets structurants économiques qui peuvent aussi, bon, j'entends bien ton propos culturel, emporter l'assentiment de territoires et de gens qui sont intéressés par le maintien de l'emploi. Tu vois, la thématique sociale. D'ailleurs, moi, je suis persuadé notamment, et on va y œuvrer, que pour cette capitale européenne de la culture, il nous faudra des projets qui naviguent sur la Seine, donc des bateaux. Et puis, si on veut aussi respecter un autre de nos tamis, qui est celui de la question de la transition écologique, qui de toute façon s'impose à nous et s'impose quasiment maintenant à toutes les capitales européennes. Je pense qu'une capitale européenne qui omettrait de parler de transition écologique dans son bid-book serait disqualifiée d'office. Forcément, un projet qui flotte, un projet qui se déplacerait avec de l'hydrogène, oui, complètement. Et puis encore une fois, derrière cette question des friches, tu l'as dit, ça peut être de l'activité industrielle, certes, ça peut être aussi de l'activité de ce qu'on appelle des tiers-lieux, qui vont mêler activité industrielle, économie sociale et solidaire, activité culturelle, activité d'insertion. Donc très certainement, des tiers-lieux vont naître
on va dire dans la décennie qui viennent et vont nourrir le projet Capitale européenne de la culture s'ils sont pertinents, et je ne doute pas qu'ils le seront. Et y compris, voilà, je repense à un autre projet sur un autre territoire que Rouen, mais du côté de Bolbec, où il y a une friche, la friche des Genetais, autour de l'histoire du textile, qui va mêler justement un tiers-lieu, à la fois la fabrication concrète et industrielle, ou plutôt artisanale, du textile et de la transmission des savoir-faire, avec une activité patrimoniale et culturelle. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, et c'est tout à fait souhaitable. Et tous ces projets de friches qui émergeront ont tous, à un moment ou à un autre, la possibilité effectivement de s'insérer dans le projet Capitale européenne de la culture et inversement. Ok, je te remercie. Le temps imparti est passé puisqu'il est 19 h. On va laisser la parole à la deuxième partie de la conférence à Gilles Gall et à Philippe Penaud qui va animer cette deuxième partie de la conférence avec Gilles Gall. Oui, bonjour à tous. Merci pour déjà cette première intervention qui éclaire quand même grandement cette problématique des friches et puis ce lien avec le projet effectivement culturel, ce projet Vallée de Seine important pour l'évolution de Rouen. Je pense que avec Gilles, on va avoir un éclairage un petit peu différent sur l'approche des friches, mais en préalable, Gilles, peut-être que il est utile que tu nous rappelles peut-être ce qu'est l'EPF, l'établissement public foncier de Normandie, et que tu nous expliques comment cet établissement contribue à la résorption et à la transformation des friches. Bien, Gilles, je recommence. Oui. Bonjour à toutes et tous. Vous me direz, surtout si le temps passe trop vite, n'hésitez pas à me faire signe parce que c'est un sujet qui me passionne, vous vous en doutez, et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, je voudrais pas non plus aller au-delà du temps qui est imparti ce soir. Alors, juste une brève pour commencer. Dans les projets qui ont été présentés, la quasi-totalité des projets, et quand on parle jusqu'à présent, sont des projets sur lesquels l'EPF a trempé de près ou de loin. Alors, en France, il y a 10 EPF d'État, il y a aussi des EPF locaux, je m'arrêterai, ils couvrent à peu près 70% du territoire. La mission d'un EPF, c'est d'abord, auprès des collectivités, pour les collectivités, d'acquérir et de transformer du foncier pour en préparer l'aménagement futur. Dans ce cadre-là, l'EPF de Normandie est un peu particulier, il est issu de l'ancienne EPBS, certains d'entre vous le connaissent, l'établissement public de la Basse-Seine, qui avait été mis en place pour accompagner l'arrivée d'une vie nouvelle en Normandie. On a fêté nos 50 ans en 2018, et ce qui explique que cette longue présence nous conduit historiquement à aussi disposer d'un stock foncier très important. Le métier, alors comme je vous dis, pour faciliter cet aménagement, on intervient en maîtrise d'ouvrage sur les fonciers qu'on porte, et parmi ceux-là, il y a beaucoup de friches, à la fois par des travaux qu'on réalise en maîtrise d'ouvrage et qu'on cofinance dans le cadre d'une convention ces dernières années avec la région, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. On est financé à travers une taxe additionnelle, donc qui nous permet justement à la fois de financer nos portages et nos interventions en fonds propres. Elle est relativement faible au regard des autres EPF d'État puisqu'on a notre histoire ancienne. Alors, sur sa gouvernance, c'est un établissement public de l'État. Il a un conseil d'administration qui est constitué principalement de collectivités territoriales, le conseil régional, des représentants du conseil régional, des représentants des 5 conseils départementaux, des représentants des EPCI, des villes principales, des villes préfectures des 5 départements,
Et puis, historiquement, il reste aussi des représentants de quelques villes sous-préfectures, des EPCI de quelques villes sous-préfectures, Le Havre, Cherbourg, Dieppe, et des représentants aussi des associations de maires et 4 représentants de l'État. Il est présidé depuis 2015 par Sébastien Lecornu, qui est là comme désigné comme représentant du conseil départemental de l'Eure, et qui avait bien pris soin, quand il était ministre de Champs, qui pouvait être en conflit d'intérêts avec l'EPF, d'assurer son dépôt. C'est une structure de 75 salariés à peu près, hein. Donc le directeur général en est le véritable exécutif. Il est nommé, puisque c'est moi en ce moment, hein, je suis nommé par le ministre en charge de l'urbanisme. Moi, j'ai une longue histoire avec l'EPF, parce que j'ai été directeur général adjoint de 2005 à 2009. J'ai ensuite dirigé un important bailleur social de la région, et je suis revenu, j'ai eu la chance d'être nommé directeur général en 2016, début 2016, excusez-moi, et je viens d'être renommé parce que le bail d'un directeur général, c'est 5 ans. Alors, on est depuis le milieu des années 90, la proximité avec les collectivités territoriales et avec la région. À l'époque, l'ex-région Normandie nous avait conduit à devenir vraiment l'opérateur régional d'intervention sur les friches. D'abord les friches industrielles, et puis avec la montée en compétence de l'établissement, l'ensemble des friches d'activité et jusqu'aux friches, et aujourd'hui, y compris les friches de logement. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'on est l'opérateur qui va démolir, par exemple, puisque on intervient sur les friches, on est l'opérateur qui va démolir l'immeuble Sorano, qui, dans la copropriété Robespierre, hein, qui est un immeuble qui malheureusement a fait l'actualité compte tenu de sa vétusté. On est aussi, effectivement, donc on intervient sur le bâti patrimonial en intervention. C'est ce que, là aussi, vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels on est intervenu en portage et en intervention. Alors, notre histoire, si vous voulez, et je terminerai là-dessus, sur les friches sur lesquelles on est intervenu, mais ça va vous montrer en citant un certain nombre là où on a pu être. Vous évoquez Blanc et Blain, c'est une des premières, pour l'EPF, c'est une des premières interventions de l'EPF sur un espace de friche élargi. On a aussi réalisé, alors en groupement de commande avec, à l'époque, la mairie, je pense, ça la créa, l'auberge de jeunesse, la réhabilitation de l'auberge de jeunesse de Rouen, hein, l'ancienne teinturerie Auvray. On a également réhabilité la friche de la caserne Taillandier, la friche de la Foudre, hein, à Petit-Quevilly, qui est devenu un pôle DNTC. L'usine fromage, ses bretelles et ses jarretières. On a porté aussi, alors là on n'est pas intervenu en termes d'intervention en travaux, mais on avait acheté pour le compte à l'époque de la région, l'hôtel de région à Caen, mais aussi l'abbaye d'Ardennes qui accueille aujourd'hui l'IMEC. Et puis, d'un point de vue plus technique, on intervient aussi sur des sols très pollués. On a réalisé, alors ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait des pollutions à la fois, en particulier radiologiques, le parc Bayard à Saint-Nicolas-d'Alliermont, le site qui effectivement sur lequel était figurée l'usine qui fabriquait les célèbres réveils que vous avez dû, je pense, tous sans doute connaître. Et de façon plus globale, comme ça a été dit jusque-là, on est beaucoup intervenu sur les quartiers en renouvellement urbain plus globaux, et puisqu'on parle là aujourd'hui des villes de Rouen et du Havre, on a été très présent, et depuis le début de sa rénovation, sur le quartier de la Luciline, hein, sur lequel on a encore des portages. On a beaucoup démoli. La plupart des démolitions sur le quartier de la Luciline ont été réalisées par l'établissement public foncier. On est présent aussi sur Flaubert, puisque là aussi, on portait la quasi-totalité du foncier du quartier Flaubert. Au Havre, on a été, là aussi, c'est sans doute la ville sur laquelle on a le plus travaillé ces 20 dernières années. Les quartiers sud, là aussi, on a eu une action très importante, et on est encore très présent dans la rénovation des friches. Je pense au hangar 0, par exemple, sur lequel
qu'on termine aujourd'hui, qui est un espace aussi emblématique. Voilà pour cette première présentation de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. J'ai l'habitude de dire que nous sommes d'abord ce que nous faisons. Le développement durable est une préoccupation aujourd'hui légitime des citoyens et elle infuse tous les projets. Je pense qu'il serait étonnant que l'action de l'EPF au service du renouvellement urbain ne soit pas impactée par cette tendance. Tu peux nous préciser comment dans vos projets, vous prenez en compte les problématiques environnementales, écologiques, sociétales? Volontairement, j'ai coupé le son. Oui. Quand on parle de la notion de développement durable et qu'on dit qu'on intervient sur les friches, c'est intrinsèque. Hein. Je veux dire que le fait de travailler, de transformer une friche, c'est par essence même faire du développement durable. Quand on fait du renouvellement urbain, on est en plein développement durable. Juste parce que je vais juste revenir sur la définition de ce qu'est une friche par rapport à ce qu'a pu dire Thomas jusque-là et ajouter peut-être une dimension qu'il ne faut peut-être pas perdre de vue. Bien sûr, une friche, c'est avant tout, dans la loi, je vais reprendre la définition, c'est tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé, et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale et partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. Et je souligne sans une intervention préalable parce que c'est bien là que se pose toute la question de qu'est-ce qu'on fait sur une friche. Il faut, pour pouvoir réutiliser une friche, il va falloir effectivement une intervention préalable. Et puis, donc, c'est à la fois des zones industrielles, comme je l'ai dit, des zones qui peuvent être commerciales, des zones urbaines, qui sont artificialisées. Et là aussi, quand on va parler d'artificialisation, on va rejoindre le développement durable, et qui ne trouvent pas de réutilisation à court terme, soit par leur coût, le coût de la réutilisation, parce que ça va être le vrai sujet. Il va falloir qu'on en dise un mot quand même, hein, parce que pour pouvoir, ce qui a jusqu'ici, effectivement, est souvent un handicap à la réalisation, à la transformation du friche, c'est le coût. Ou, effectivement, qui ne trouve pas de destination, parce que selon où vous êtes situé, hein, vous n'avez pas, il faut dire qu'on a des friches dans l'Orne, par exemple, sur lesquelles aujourd'hui, on est en mal de devenir, mais on a des idées. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, quand on parle de développement durable, les friches, je ne sais pas si vous avez aussi constaté ça depuis, j'ai l'impression depuis une petite année, sont devenues effectivement une préoccupation centrale pour tous les niveaux de collectivité, depuis le niveau local jusqu'à l'Europe. On voit bien que cette préoccupation d'intégrer les friches et la transformation et le renouveau des friches comme une réponse au développement durable est centrale. Pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, en réhabilitant une friche, on est dans la sobriété foncière. Ça, c'est vraiment le premier point. On ne va pas, à la place, effectivement, aller, puisqu'on installe, si on réinstalle une activité, on ne va pas aller consommer des terres agricoles ou des zones naturelles. Alors, en Normandie, vous avez dû voir aussi que c'est un petit souci, parce que si la Normandie, effectivement, perd des habitants, en revanche, elle n'hésite pas à consommer du foncier. 10e région en termes de population, 4e région en termes de consommation foncière. Alors, le SRADET, hein, qui est l'outil porté par la région, hein, de développement et d'aménagement, il a annoncé effectivement qu'on devait diminuer par 2 la consommation de foncier d'ici 2030. C'est ce qui sera contenu aussi dans la loi climat et résilience, mais on voit bien que j'ai l'habitude de dire que c'est malgré tout un peu une drogue aujourd'hui, hein, le foncier, la consommation foncière, que tous nos dispositifs, malgré tout nos dispositifs économiques, sont centrés pour faciliter plutôt effectivement la consommation foncière plutôt qu'effectivement aller, comme je l'ai dit, retravailler sur des friches, densifier, hein, qui est parfois un mot un peu qui peut inquiéter en tout cas les citoyens dans leur environnement. Et avec encore plus aujourd'hui une évolution qui a été renforcée par la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, avec effectivement une
une redistribution, des redistributions spatiales, des nouveaux besoins qui sont en train de se créer. Alors, pourquoi les friches répondent à la question du développement durable? D'abord, pour cette question de sobriété foncière, ou parce qu'elles sont aussi souvent dans des sites qui sont près de l'ensemble des services. Si on regarde bien où étaient les industries, auparavant, elles étaient plutôt sorties des villes. Mais les villes, elles ont grandi, elles ont rattrapé effectivement le territoire. Et aujourd'hui, la plupart des friches, quand je parle, en tout cas celles qui sont le long de la Seine, elles sont au cœur des villes, ou en tout cas très très près. Et donc, les réhabiliter, c'est limiter, et en rendre là, c'est forcément avec un impact carbone très fort en termes de déplacement, puisque si on met de l'activité là, ça va limiter les déplacements plutôt que si on déplace l'activité plus loin. Elles sont aussi, quand on les rénove, elles vont avoir un impact carbone fort, puisqu'on ne va pas réutiliser des matériaux, on va réutiliser des matériaux, on va pas consommer des matériaux nouveaux. Et puis, dans leurs usages aussi, les usages qu'on va trouver, elles vont répondre à cette préoccupation justement du développement durable. Alors, quelle préoccupation on constate aujourd'hui? Alors, Thomas l'a dit tout à l'heure, et j'ai quelques images à vous passer. Alors, je vais moi aussi partager mon écran. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'aille les chercher. J'espère qu'elles sont là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous présente ou pas. Est-ce que vous voyez? Non, là, on n'a pas le partage. Ah, je vais essayer de revenir. Non, il n'y est pas partagé. Oui, il fallait que je partage. Donc, c'était là. On va y revenir. Voilà. Est-ce que vous l'avez là? Oui. Très bien. Parfait. Donc, dans les usages effectivement nouveaux qu'on constate et qui se renforcent à toutes les échelles, je vais peut-être fermer celui-là. Je sais pas si non, sûrement pas quitter la réunion. Excusez-moi. Vous voyez uniquement comme je ne vois pas, vous voyez uniquement à l'écran la LSMN. Vous m'entendez pas? On voit, oui. On voit. Avec le SNN de Colombelle. Voilà. Donc, voilà un tiers-lieu pour lequel l'EPF est intervenu sur le clos couvert. On a accompagné, alors on l'a fait avec Normandie Aménagement, l'aménageur de la ville, enfin de la ville et de la communauté urbaine de Caen. On était sur un sujet très technique parce que les poutres, enfin là je vais aller assez vite, mais les poutres devaient supporter la réhabilitation du projet. Alors c'est un projet qui, si vous ne le connaissez pas, est techniquement très intéressant parce que l'architecte a fait le choix non pas de l'habiller par l'extérieur, mais tout est à l'intérieur, reconstruit dans il y a une halle à l'intérieur de la halle. Sur la halle, pas celle qui est peinte, vous voyez de face, mais celle qui est plutôt avec vous voyez, un accès pour rentrer dans un restaurant. La deuxième partie est une halle très ouverte qui peut accueillir des événements. Mais cette idée de tiers-lieu, on la retrouve sur d'autres sites, puisque, et là on revient plus proche de la Seine, puisque on a accompagné aussi la case dans la transformation et le renouvellement de l'ancien site Simram, qui était une usine qui fabriquait des disques, dont tous les Lovériens, paraît-il, avaient ces disques chez eux, des disques de Johnny Hallyday à l'époque, c'est ce que disait Bernard Leroy. Malheureusement, l'industrie des disques s'est petit à petit effectivement effilochée. Et là, à partir de 2017, on a aidé la collectivité pour réfléchir à ce que pouvait devenir Soulevé Société. Alors, il a accueilli un des plus importants, un des plus grands sites de coworking. Il y a une pépinière aussi de nouvelles techs pour des interventions pour des startups sur une de ces parties. Et puis, on a démoli un bâtiment on a réutilisé les matériaux pour créer une plateforme où va se construire la future usine, enfin le futur, c'est pas une usine, c'est une usine ou un atelier de Hermès qui vient aussi sur ce site-là. C'est une très très belle réussite. Si vous avez l'occasion d'aller la visiter, aujourd'hui on ne peut pas y aller, mais
enfin, je ne sais pas si le site de coworking est ouvert en ce moment, mais sinon, effectivement, en allant sur le site de coworking, on peut le voir. Nous avons aussi alors d'autres opérations en termes de réponse au développement durable. Là, je vous présente une intervention sur laquelle on a aussi accompagné la collectivité qui, elle, s'occupe de l'aménagement intérieur, et nous, on s'occupe de tout le clos couvert. Et là, dans le bâtiment qui va accueillir à la fois, on est dans des bâtiments qui justement accueillent des activités culturelles, avec un petit théâtre, enfin, et un bâtiment pour les associations, une école de musique. Et on utilise du béton de chanvre. Enfin, donc l'intérieur est rénové en béton de chanvre, ce qui revient d'ailleurs historiquement, on en fabriquait déjà. Et on a vu effectivement toutes les vertus de ce matériau. Sujet aussi qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'intervention, une école et des logements, c'est le projet qu'évoquait tout à l'heure Thomas, où là, effectivement, à Gravigny, dans les anciens tissages, j'y étais allé juste enfin, le bâtiment était vraiment très abîmé. J'ai retrouvé des catalogues où effectivement on avait encore la présentation de tous les tissus qui étaient fabriqués dans ces tissages. Mais bon, c'est une anecdote. Il va y avoir là aussi un très beau projet avec une école et comme l'a dit Thomas, on a pu vraiment redécouper totalement l'espace. Ce sera là aussi et qu'on y trouvera sa place dans le cadre de la capitale de la culture. On intervient alors là aussi sur les gares et là bon, je donne un exemple à une autre échelle. Donc l'ancien bâtiment des voyageurs à Clères. Parce que la réponse aussi à la crise sanitaire, c'est aussi pouvoir permettre des installations de médecins et d'autres professions paramédicales. Et donc là, on a aidé la collectivité à la fois à réhabiliter l'ancienne gare et vous le voyez à l'extrémité, à construire un agrandissement à ce bâtiment. Alors, en termes de développement durable aussi, quand le bâtiment n'est plus utilisable, et là, je montre une cathédrale de béton, certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est à Pont-Audemer, c'est les tanneries Costil. C'est aussi un bâtiment historique, mais dont on a essayé par tous les moyens de chercher ce qu'on peut en faire. C'est pollué, c'est extrêmement pollué. L'activité de tannerie utilise du chrome. Je ne sais pas c'était des activités qui étaient vraiment extrêmement polluantes. J'avais eu un échange avec parce que ce projet est ancien et dans mon précédent passage à l'EPF, j'avais eu un échange avec le gardien du site qui était un ancien ouvrier qui travaillait sur ce site-là et qui nous disait que là vous le garderez pour vous, hein, mais que pendant la nuit, au moment de l'exploitation, on n'hésitait pas à creuser pour effectivement mettre effectivement ce chrome polluant. Donc il y a autour, et on est dans le secteur des étangs, il y a autour du bâtiment du chrome partout. Donc, il va falloir aussi s'attaquer à sa dépollution, mais c'est un bien, aujourd'hui c'est un bien qui de toutes les façons, l'ancien industriel est défaillant, donc il va falloir savoir qui va le reprendre. Aujourd'hui, il y a un débat entre la ville et l'État pour savoir qui peut reprendre effectivement ce bâtiment-là. Dans tous les cas, si on ne peut rien en faire, sa démolition nous permettrait de récupérer des bétons et on est en train de travailler avec une start-up pour justement voir si on peut demain effectivement avoir une formulation en démolissant ce bâtiment, une formulation de béton pour réutiliser les bétons puisqu'on a la chance d'avoir pas très loin une centrale à béton. Parce que c'est aussi un sujet de développement durable, c'est que dans quelques années, il n'y aura plus de sable pour pouvoir refaire du béton. Donc il va bien falloir aussi qu'on trouve une solution pour pouvoir, si on veut continuer à construire, il va falloir qu'on utilise les anciens matériaux. C'est aussi un enjeu, et je terminerai peut-être là-dessus. J'ai encore deux, trois images à vous montrer. Ça, c'est un très beau projet, j'en dirai un mot après. La question, effectivement, des matériaux, parce qu'on parle de développement durable, est sans doute aussi ce qu'on va devoir être capable de franchir demain. Aujourd'hui, on a depuis ces 5 dernières années, on a une montée en puissance de démolition plus de la conservation, et ça renvoie aussi à ce que disait Thomas tout à l'heure sur l'usage des friches qui datent
non pas du siècle pas dernier, mais encore du siècle d'avant, enfin, en tout cas du 19e et du début du 20e, mais les friches qui datent depuis 50, avec la présence d'amiante, qui est une très très grosse difficulté, qui coûte très très cher à dépolluer et même à démolir, puisque l'enjeu que nous avons, comme nous l'avons sur les sols, où par exemple nous sommes en capacité de traiter des sols pollués sur place, à travers quand ils sont pollués aux hydrocarbures. On veille aussi à ce que les projets soient cohérents avec les pollutions, hein, et on peut arriver, même sur des projets, enfin, quand on réalise un projet, c'est essentiel, si vous voulez, de limiter les interventions aujourd'hui, bien entendu, en limitant la pollution des nappes en particulier, les risques pour les futurs usages, mais on peut arriver effectivement à avoir des projets d'aménagement qui s'inscrivent dans on va dire dans la protection des populations et tout en limitant les interventions et en laissant le temps, quand c'est possible, s'attaquer à la pollution. Mais sur l'amiante, par exemple, un des enjeux, ce sera de savoir qu'est-ce qu'on peut faire demain de toutes les matières amiantées plutôt que de les déposer dans des décharges où elles vont s'entasser et où effectivement, on fait du matériau dont on ne fait plus rien, quoi. Donc là, il va falloir aussi, si on arrive à inventer une solution, ce sera magnifique. Et point encore, un sujet, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est les circuits courts, parce que on voit bien aussi que la réponse aujourd'hui, c'est aussi de produire, d'être capable de faire appel aux circuits courts. Et là, vous avez un très beau projet qui est à l'ancienne cidrerie, grainetterie cidrerie à Beuzeville, que nous avons aussi contribué à réhabiliter. Vous voyez des grands cercles qui sont les anciennes cuves qui sont bleues, alors on ne le voit pas. C'est une équipe de jeunes architectes qui a fait ce projet. Il est vraiment pour moi exceptionnel. Et malheureusement, les conditions sanitaires n'ont pas pu en prévoir l'inauguration. Il devait y avoir plusieurs événements qui se tenaient. Mais si vous avez dans quelques temps l'occasion et que vous en entendez parler, surtout allez-y, c'est vraiment un très bel endroit. Et ça va accueillir une halle de vente de produits de proximité, donc sur tout le secteur. Et puis, dernier projet, parce que là, ça renvoie vraiment au développement durable. Vous en avez parlé tout à l'heure à travers un autre projet. Les friches, quand elles sont trop polluées, il faut quand même savoir en faire quelque chose. Parce que dans le temps, qu'est-ce qu'on fait d'un site qui est extrêmement pollué? Une des réponses, ça peut être effectivement l'implantation de panneaux photovoltaïques. C'est le cas. Pour aider les collectivités, on a 3 projets en cours sur lesquels on est allé on va au bout de la démarche. Parce que le risque, c'est que vous avez eu ces dernières années des entreprises et parfois pas avec les mieux intentionnés qui se sont engouffrés dans la possibilité de produire des énergies renouvelables, en particulier photovoltaïques, et qui s'adressaient directement aux collectivités qui nous voyaient, enfin, ça pouvait être un peu un miroir aux alouettes, quoi. Donc on a aussi du coup pris quelques cas, et c'est le cas là sur la friche Launay-Well, qui est une très grande friche à Condé-sur-Noireau, qui est en limite de l'Orne, donc sur un secteur sur lequel, on parlait des destinations tout à l'heure, il y a le coût et il y a la destination. On ne voit pas très bien ce qu'on peut en faire. En regardant le site, il y a quand même effectivement un intérêt puisqu'il y a un cours d'eau avec des possibilités effectivement de préservation et de biodiversité. Mais au-delà de ça, on est en train de regarder comment on pourrait installer des panneaux photovoltaïques, vendre effectivement ensuite l'énergie produite et à travers la ressource qui est produite, permettre à la collectivité de financer la réhabilitation de la friche et sa dépollution. Au moins dans sa partie financement, parce que si l'EPF et la région sont encore présents, ça pourrait, on a pu montrer que ça permettrait de financer la partie qui normalement revient à la collectivité, ce qui est là aussi une bonne manière de pouvoir utiliser le temps, de faire du temps un allié dans des projets, sur des sites qui sinon effectivement resteraient à l'abandon, comme on en a encore beaucoup sur notre territoire. Dernier point, et là j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais je vais cesser la présentation. C'est tout ce qui renvoie à la renaturation, puisqu'on parlait de développement durable. Vous savez aussi qu'une des réponses qui est attendue aujourd'hui par les citoyens, c'est de ramener de la nature en ville. Donc on peut avoir effectivement sur certaines friches qui ne trouvent pas de destination,
prendre la décision de démolir et de mettre à la place, effectivement, d'amener de la nature en ville. Il y a quelques exemples sur les bords de Seine sur lesquels on est en train on travaille. À Beuzeville, alors c'est pas tout à fait une friche, c'est un ancien jardin qu'on va essayer aussi de retravailler, parce que l'idée, c'est pas de recréer un jardin, hein, c'est bien de recréer un lieu qui va permettre de la biodiversité avec des espèces qui sont endogènes et avec aussi la possibilité d'avoir des lieux de rafraîchissement, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le climat est en train de changer et qu'il faut se préparer, et il faut se préparer aujourd'hui. Voilà, dernier point encore que je voulais dire, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de réindustrialisation. Et la réindustrialisation, c'est aussi une réponse qu'on peut apporter sur les friches. On a fait une étude intéressante qu'on vient de produire, qu'on a confiée à un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est un cabinet qui est spécialisé dans l'économie circulaire et qui regarde comment, quand on parle de réindustrialisation, non pas imaginer ce qui va pouvoir s'installer sur le territoire, mais en s'appuyant sur les compétences présentes sur le territoire, sur les produits qui existent sur ce territoire, qu'est-ce qu'on peut produire. Et l'idée, là, ça a été effectivement la région Normandie, quand on regarde ce qu'elle achète à l'extérieur, c'est plus de 80 milliards par an. Donc si c'est parmi ces 80 milliards, on est capable d'en récupérer que 10% et les faire produire en Normandie, vous voyez effectivement l'effet immédiat que ça aurait sur l'emploi. Donc pensez que on a tout intérêt à choisir de faire venir des industries qui peuvent répondre à ces enjeux. C'est aussi une manière de répondre en termes de développement durable à ce qui peut être produit sur les friches. Je te remercie de tous ces exemples qui montrent effectivement toute la complexité de la réhabilitation des friches d'un point de vue technique, d'un point de vue matériaux, etc. Tu parlais du sable. Moi, j'avais vu un reportage sur effectivement la problématique du sable qui pouvait être une cause de conflit au niveau mondial autant que le problème de l'eau, du fait de sa raréfaction. Je voulais peut-être, pour une dernière question, on voit la vision opérationnelle des évolutions en cours, avec toutes les participations à de nombreuses réalisations. Et pour toi, quelles sont les perspectives et les enjeux de l'aménagement de la vallée de la Seine en termes qui sont encore occupés par une industrie lourde en nécessaire mutation? C'est peut-être la question la plus difficile. Bien sûr, enfin, dans ce qu'a présenté tout à l'heure Thomas, on voit l'importance effectivement de la Seine au regard effectivement du lien qu'elle crée entre toutes les collectivités présentes sur ces rives, sans faire de polémique effectivement excessive, surtout en ce moment à Rouen, et en reprenant, mais la période le permet, hein, c'est ce que disait Napoléon, comme quand il était au Havre, il a bien précisé qu'effectivement, Paris, Rouen et Le Havre, se formait une seule ville dont la rue était la Seine. Donc on a bien cette importance de la Seine dans le champ des transports. Et ça, on voit bien que ce rôle-là, il est très marqué pour relier toute sa vallée. Il y a des réponses en termes de transport, c'est pas ma spécialité, mais on voit que c'est le premier enjeu, il faut peut-être pas le perdre de vue. C'est le premier enjeu, c'est effectivement que à travers à la fois tous les modes, les enjeux, et y compris dans les modes doux, on intervient d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on a acquis un certain nombre de toutes petites parcelles pour permettre la réalisation de la piste de la Seine à vélo. Ça, c'est le premier point, le premier enjeu. Le deuxième, effectivement, vous avez dû l'entendre dans ce que j'ai dit, c'est pour moi la question quand même de la réindustrialisation. Parce que il y a une économie qui est derrière la Seine, et
derrière cet espace, et il faut trouver effectivement une réponse en termes d'économie. Alors, on a fait on est aussi chargé de l'accompagnement de l'intervention du contrat de plan interrégional État-région sur la Seine, piloté par le préfet Philiseau, et nous on est chargé de l'observation. Et dans ce cadre-là, on a regardé le nombre de friches qui figurent sur 300 communes. Et sur 300 communes, on a plus de 600 friches qui sont présentes au bord de la Seine. Alors 600 friches de tailles différentes, etc. Mais néanmoins, il y en a encore beaucoup, et donc il y a encore beaucoup d'interventions et donc beaucoup de capacités à pouvoir effectivement permettre de la réindustrialisation et de la capacité de recevoir des activités. Ensuite, il y a des enjeux qui sont liés au tourisme, qui ont été évoqués, et à la culture, qui ont été évoqués tout à l'heure là aussi par Thomas, dans le cadre de la capitale européenne, mais ils sont très présents. Et cela, effectivement, il faut, là aussi, je pourrais donner quelques exemples sur lesquels on travaille. Il y a aussi, enfin, peut-être des enjeux qui sont plus des enjeux, on va dire, hydrologiques et d'aménagement. On est aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du développement durable, on est aussi sur une vallée qui est très impactée par les évolutions du climat. Il va falloir aussi savoir construire demain en tenant compte de ces évolutions, liées en particulier, alors d'un côté à une accélération en tout cas des ruissellements, plus d'eau qui peut arriver, puis de l'autre côté effectivement un impact de la mer qui, puisqu'on est dans un estuaire, va aussi impacter de façon importante la côte normande. Donc là, on a aussi effectivement un territoire qui est très touché par là, et ça renvoie là à son caractère aussi naturel, sur lequel effectivement on a besoin de travailler, parce que dans le cadre du développement et de l'aménagement, il y a la loi qui s'appelle l'ERC, qui est éviter, réduire, compenser, qui impose que là où on veut effectivement, et où demain consommer du foncier, il va falloir pouvoir, soit la première des choses, c'est d'éviter cette consommation, et donc c'est intervenir sur, comme j'ai essayé de vous le montrer, sur les friches existantes, soit c'est réduire l'impact, soit c'est l'éviter, mais soit c'est le compenser. Et pour la compensation, on est en train là, de conduire une étude pour le compte de l'État avec la participation de tous les EPCI pour voir où il existe des espaces de compensation si effectivement on en venait à consommer des espaces naturels ou agricoles sur ce territoire. Voilà la plupart des enjeux que je pouvais identifier sur la vallée de la Seine. J'avais mon micro coupé. Je te remercie. Florence, tu as peut-être quelques questions. Philippe Tillier a une question, il va la poser. Philippe. C'est pas une question d'ailleurs, elle s'adresse peut-être même aux deux intervenants, mais c'était par rapport justement, pour revenir sur la consommation foncière de la Normandie, où on est drogué à la consommation, à aller mettre partout, puis on voit bien quand même, effectivement, moi qui habite sur les plateaux nord, je suis effaré de comment les plateaux nord sont mangés, les terres agricoles sont mangées par des espaces de services, des bureaux, des commerces, etc., qui feront moins de 10 000 m² et donc échapperont à la loi qui a été votée par le Parlement, beaucoup d'endroits. Bon, ça c'était pour la rigolade. Mais justement, est-ce que vous travaillez en relation avec des territoires ailleurs en Europe qui sont exemplaires ou lesquels on peut s'inspirer et qui éventuellement sont comme les nôtres? Tout à l'heure, on évoquait les Pays-Bas, mais je viens de regarder là sur Arte, ce qui est encore disponible d'ailleurs, un formidable documentaire sur comment les Pays-Bas sont complètement impactés par les enjeux hydrologiques et comment ils sont en train de réorganiser complètement le foncier et notamment de se réapproprier des territoires, de rendre à la nature des territoires là non pas d'entreprise mais des territoires agricoles
avec des vrais débats, du consensus qui arrive à se construire, qu'on a des difficultés à avoir chez nous. Donc, cette question, elle vous concerne vous, mais elle peut aussi concerner Thomas par rapport à la capitale européenne de la culture. Quel lien avec les autres territoires de l'Europe? Parce que nous, notre approche un peu, elle est de se dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe aujourd'hui. Il y a plein de territoires. Ce qui se fait ici sur Rouen, on le retrouve, on met beaucoup l'accent sur Hambourg, mais sur l'Allemagne, mais on l'a sur les Pays-Bas, on l'a en Autriche, on l'a en Italie, on l'a en Espagne, on l'a au Portugal, etc. Et que quelque part, il y a des synergies qui pourraient se créer. Il n'y a pas très très longtemps, il y avait la CCI qui organisait un colloque sur les industries du 21e siècle, et il y avait Stéphanie Yoncourtin, députée parlementaire, qui invitait énormément, fortement les entreprises à dire il faut absolument créer des réseaux européens, il faut que vous travailliez là-dessus. Il y a une culture européenne à inventer, vous ne pouvez pas rester enfermé dans la Normandie. Alors, est-ce que l'établissement public foncier, il est enfermé dans la Normandie? Sans doute beaucoup trop. Déjà, je vais avouer. Je pense on a des échanges plutôt techniques, mais là, sur des questions qui sont, par exemple, la pollution des sols, etc., où là, on participe régulièrement à des colloques européens. On a aussi regardé, dans le cadre des questions liées au retrait du trait de côte, qu'est-ce qui se passait dans les autres pays, au regard là aussi des évolutions liées à la propriété et au risque, parce que on n'a pas parlé de ça ce soir, mais c'est aussi un sujet qui va nous toucher de plein fouet dans les 10 prochaines années. Mais c'est vrai qu'on est sans doute très très insuffisant, entre guillemets, dans le parangondage européen, on va dire les choses comme ça, parce qu'on aurait quand même tout intérêt, vous avez tout à fait raison, mais malheureusement, on ne prend pas le temps. Je pense que c'est... bon, il n'y a pas grand-chose aussi de structuré sur ces sujets-là. Donc, on n'a pas forcément les... Enfin, on n'a pas forcément, hormis un colloque de temps en temps, mais on n'a pas de relations structurées. Et même au niveau national, avec mes collègues, on n'a pas de relations structurées avec nos. Alors, il y avait des choses qui existaient sur justement les ports et où on pouvait être partie prenante. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors c'est vrai, je laisserai après Thomas répondre. J'ai pas évoqué au passage sur tous ces projets. Souvent, l'Europe est présente. Elle est présente à travers le FEDER, elle est présente à travers sur la renaturation. Elle sera peut-être présente demain à travers le fonds REACT-EU, qui est un fonds spécifiquement dédié à la préservation de la biodiversité. Enfin, on a cette question, la question des fonds européens, c'est notre quatrième, pour nous, c'est notre quatrième financement. Le CDR, c'est le comité des régions, hein, Gilles. Oui. Comité des régions, CDR. Le comité des régions. Voilà, on est relativement effectivement aidé, mais en même temps, sur les échanges, je reconnais qu'on a sans doute beaucoup à apprendre de nos pairs dans les autres pays européens. Ben, justement, tu auras tout intérêt à venir aux différents visios que l'on aura, puisque tu pourras entendre parler de Hanovre, de Hambourg, de Magdebourg, de Lille, ce qui permettra d'avoir des échanges pour compenser le manque de structuration de ces échanges. Peut-être que Thomas veut rajouter quelque chose sur le sujet. Vas-y, Gilles. Je laisserai Thomas répondre après, mais c'était juste un élément que j'ai oublié, mais sur les friches, vous savez, je ne sais pas si dans le cadre de la relance, la France, enfin le ministère de la transition énergétique écologique a lancé un appel à projet auprès des préfets pour faire remonter les projets qui étaient réalisés sur des friches et qui étaient aujourd'hui en difficulté de bouclage de financement et de réalisation. 300 millions à peu près mis sur la table pour deux sessions. Donc il fallait aller très vite parce qu'il faut que les projets soient réalisables. C'est dans le cadre du plan de relance, hein, il faut qu'ils soient réalisables avant 2024. Donc bon, il faut que ce soit quand même des... On a le résultat, 1,2 milliard demandé.
Voilà. C'était juste pour vous donner une idée du besoin aujourd'hui dans notre. Et ce qui devait être fait en une fois, en 2 fois, va être fait en une fois. Et le ministère est en train de chercher comment il va pouvoir effectivement démultiplier tout ça. Voilà, mais je laisse Thomas effectivement. Laisser Thomas. Merci Gilles d'abord pour cette présentation qui était vraiment moi j'adore tous ces projets-là et j'adore les suivre donc voilà et puis voilà en tant que féru de patrimoine, je trouve qu'il y a un travail merveilleux à faire autour de ces réhabilitations et de ces restaurations parce que c'est souvent voilà par rapport aux autres pays européens parce que c'était un peu la question. Je pense c'est culturel aussi. Hein, de ce point de vue-là, on est plus latin que nordique. Mais il y a effectivement, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays du Nord, il y a quand même d'abord parce que le patrimoine industriel a été assez marquant, peut-être encore plus que chez nous, et où du coup il y a une forme d'affection aussi pour ce patrimoine. Pour nous, c'est pas évident. Moi qui viens et qui habite encore au Havre d'ailleurs, et vous vous en rendrez compte quand vous ferez votre visite si vous pouvez la faire en physique, mais il n'y a pas forcément d'attachement viscéral à la question patrimoniale. Les réhabilitations dont Gilles a parlé dans les quartiers sud, quartier de l'Eure, aujourd'hui elles sont saluées, mais c'est finalement relativement récent. Cet intérêt pour le patrimoine industriel, la reconstruction, même la reconstruction du port, elle a été faite voilà, de façon assez moderniste. Il n'y a encore pas si longtemps, quand on a fait le tracé du tramway au Havre en 2012, on a détruit des bâtiments du 19e siècle. Or, des bâtiments du 19e siècle, finalement, quand on est une ville qui a été à 80% détruite par la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même du patrimoine. Et pourtant, en fait, la marche en avant économique et industrielle prend le pas quand même sur le sentiment d'affection et d'appartenance et mémoriel qu'il peut y avoir autour du patrimoine. C'est pas évident. Même si au Havre, par exemple, le sentiment du mouvement et de l'histoire du mouvement ouvrier est fort, l'attachement au bâtiment qui rappelle cette période-là n'est pas toujours. Et donc, finalement, ces grands projets de réhabilitation des années 2000, ils étaient relativement originaux par rapport à la perception précédente. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on a un peu à apprendre des autres pays sur l'attachement. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, avec le plateau nord, et je suis d'accord, sur l'étalement urbain, qui est quand même une manie qu'on a ici, qui est parfois un peu inexplicable, quoi. Alors que on aurait tant besoin de densifier pour éviter de grignoter les terres agricoles et l'espace disponible, on a tendance parfois effectivement à s'étaler. Et puis alors sur les projets et les partenariats européens, moi je crois aussi beaucoup, alors je vais revenir un peu à la culture, mais au mérite qu'on a à faire des échanges, des résidences et des projets culturels. Hein. Rouen est membre notamment du CREART, qui est un réseau européen d'art contemporain. Et là, je pensais récemment, en ce moment, on est en train de préparer une résidence pour un collectif qui s'appelle Yaka Faucon et qui va partir en Allemagne en résidence à l'automne et qui va notamment faire une résidence pour s'inspirer de tout ce qui est urbanisme transitoire et espace dédié à la place des enfants dans l'espace public, par exemple. Et je suis persuadé que de ce point de vue-là, en fait, les échanges d'artistes et les résidences ont cette vertu aussi peut-être de faire changer les mentalités. Et j'ai bon espoir, par exemple, que ce collectif-là, en revenant de sa résidence en Allemagne, qui est pour le coup très en avance sur la question des espaces publics dédiés aux enfants, qui est aussi une de nos faiblesses. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un des tamis importants aussi de la capitale européenne, ça sera la place des enfants dans la ville. Eh bien, je suis persuadé que les échanges et les résidences, l'accueil d'artistes étrangers aussi, favorisent la compréhension mutuelle et l'apprentissage mutuel, et pas uniquement les échanges liés à l'économie, à la construction, etc., même s'ils sont très importants. Ok. Merci. Je pense que Philippe, c'est peut-être le moment, sauf s'il y a des questions, peut-être le temps peut-être de conclure. Alors, moi, j'ai envoyé désespérément un chat à Alain Repers pour savoir s'il voulait, en fin de session, apporter quelques mots, puisque Alain nous fait le secrétariat et nous fera le compte-rendu. Mais il ne m'a pas répondu, alors je lui pose en direct. Alain, veux-tu dire quelques mots ou pas?
En C'est plus, pas il a obligé, une hein. vision d'architecte possible. Oui, oui, excuse-moi, Philippe, je n'ai pas lu les chats parce que j'étais tout dans les notes que je prenais, j'étais très concentré. Mais Mais je veux pas c'était t'embêter, hein. Si ça t'embête, tu dis non, et puis c'est tout, hein. C'était une très belle séance et j'avoue que ça m'a fait grand plaisir parce que ça m'a rappelé des tas de choses de ma vie professionnelle passée. Quand j'ai réalisé, par exemple, l'école du théâtre des Deux Rives dans les anciens bains-douches d'Elbeuf, ou quand j'ai réalisé un groupe d'une centaine de logements rue Amiral Cécile à Rouen-Gauche sur les terrains de l'ancienne usine à gaz. Et où il a fallu évoluer d'abord tous les terrains, etc. Enfin bon, tout ça c'est passionnant et je suis bien dans mon élément. Et puis j'ai vu que notre ami Malgras n'a cité que deux noms, Chemetov et Grumbach, deux architectes comme par hasard. Il faut dire que les architectes sont quand même bien impliqués dans ce qui est les friches. Alors j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé les deux façons de prendre les choses. La candidature de la culture avec cet axe le long de la Seine, cette façon de transformer différemment. Et j'avais un petit peu peur, enfin vous l'avez senti, que ce soit trop axé sur des choses précises, alors qu'en fait non, justement, c'était bien ça. Toute la culture patrimoniale des friches, ça fait partie de la culture et ça fait partie de notre culture en particulier, ici dans l'agglomération de Rouen, dans les environs et au Havre également, et donc dans toute la Seine-Maritime. Donc c'est quelque chose qui a été bien mis en valeur. Et puis, je craignais aussi que la deuxième intervention de l'EPFN soit un peu trop technique, mais non, c'était très bien parce que ça complétait exactement ce qui avait été dit et on montrait tout l'intérêt de ne pas rester justement dans le yaka faucon, mais de voir comment opérationnellement on procède. Ça implique des achats de terrain, des portages, des éléments financiers, des réhabilitations, des préparations. Et puis j'ai bien aimé aussi la définition technique des friches. Que je sentais peu, mais que je n'avais pas vu vraiment formulée. Je ne me rappelle plus la formulation exacte, mais c'est donc faire en sorte, plutôt la définition de la mission de l'EPFN, qui est d'intervenir lorsque un terrain inutilisé, anciennement utilisé par quelque chose, mais actuellement inutilisé, ne peut pas être réutilisé sans un travail préalable. Et c'était tout le travail de ce travail préalable qui a été fort bien mis en valeur par notre ami Gilles Gall. Voilà, bravo aux deux intervenants. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi les questions simples, courtes, précises. Et puis, voilà, on est bien dans notre logique de ce qu'on a voulu travailler, c'est-à-dire parler de l'Europe des territoires et donc l'Europe le long de la Seine. Et le long de la Seine, on était en plein dedans aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Alain. Donc moi je vais nous dire merci et puis on ne va pas en rajouter. Alors, merci à tous les intervenants, merci aux participants d'être venus, d'être restés, de vous être intéressés. On vous allez retrouver le compte-rendu de cette soirée à la fois par écrit puisque c'est Alain qui d'ici quelques jours nous aura rendu et on la mettra en ligne sur notre site internet. On mettra aussi la vidéo en ligne sur notre chaîne TV où elle retrouvera d'autres comptes rendus d'autres séances qu'on a enregistrées. Et puis on se donne rendez-vous le 27 mai, donc c'est dans une quinzaine de jours. Alors au Havre, normalement il était prévu c'est qu'il y ait des visites physiques des zones de friche au Havre, mais dans le cadre sanitaire qui est le nôtre, il est encore certainement trop tôt pour pouvoir organiser ces visites-là. Et puis ensuite une visioconférence autour de comment effectivement la ville du Havre, et à l'occasion notamment, là c'est pas capitale européenne de la culture, mais autour du 500e anniversaire, et depuis très très longtemps, c'est là aussi radicalement transformé et est devenue une ville référence en France, en Europe, notamment je pense à son bord de mer, mais je pense aussi à toute la requalification du centre-ville. Donc on aura l'occasion de causer de cela. Et puis, bien sûr, des liens entre le Havre et les autres territoires de l'Union européenne. En tout cas, merci à tous.
Et puis à très bientôt. Et puis j'oublie personne, je fais pas de faute d'impair. Florence, tu me dis si. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup Voilà. de votre invitation en tout cas. Voilà. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Voilà. Et c'est Gérard Merci qui va beaucoup. couper pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.